Dans son plan pour une économie verte 2030, le Québec s'est engagé à une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 37,5% sous leur niveau de 1990, d'ici 2030. Les principaux secteurs émetteurs de GES au Québec sont les transports, avec 43% des émissions. Dans cette optique, le gouvernement du Québec a annoncé en 2020 des investissements de 15,8 milliards de dollars dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020 à 2030. Cette somme sera consacrée à un total de 6 projets dans les régions de Montréal, de la Montérégie, de Laval, de la Capitale-Nationale Québec et de l'Outaouais-Gatineau. Au total, le gouvernement projette des investissements estimés au transport collectif de 43,8 milliards de dollars, incluant la participation éventuelle de partenaires financiers. À Québec, on prévoit investir 3,3 milliards de dollars dans le projet de transport structurant, principalement le tramway, sur un nouveau tracé de 19,3 km. Ce qui revient grosso modo à 174 millions de dollars du kilomètre. Toujours à Québec, le gouvernement vient d'annoncer la construction d'un tunnel routier sous le fleuve. Mieux connu sous l'appellation de troisième lien, ce projet pourrait coûter 10 milliards de dollars pour une longueur de 8,3 km. Ce qui reviendra à 1 milliard 205 millions de dollars du kilomètre. À Montréal, la Caisse de dépôt et placement du Québec, par le truchement de sa filiale CDPQ Infra, a annoncé le prolongement du réseau express métropolitain, REM, dans l'Est et le Nord de Montréal, et l'ajout de 23 stations. La facture totale de cette deuxième phase du projet est estimée à 10 milliards de dollars, pour une longueur de 32 km, dont 25 km en mode aérien, et 7 km en mode souterrain. Ce qui revient dans ce cas-ci à 312,5 millions de dollars du kilomètre. Sur la rive sud de Montréal, la même CDPQ Infra vise l'implantation d'un mode de transport collectif électrique dans les axes du boulevard Tachereau et du prolongement de la ligne jaune du métro, à Longueuil. L'étude dévoilera au courant de 2021 le tracé et les coûts prévus. Arrêtons-nous un moment sur le REM de la CDPQ, parce que c'est un cas extraordinairement singulier de gestion des transports collectifs. Quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant et qui aura des conséquences à très long terme. Sorti de nulle part à l'issue de négociations secrètes, le REM est apparu en 2018. En vertu du contrat que la CDPQ a signé avec le précédent gouvernement des libéraux, mené alors par Philippe Couillard, et le président, à l'époque, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, la CDPQ a exigé le monopole, à Montréal, Laval, la rive nord et la rive sud de Montréal. Cela signifie qu'aucun autre moyen de transport collectif, comme les autobus ou un monorail, ne pourront désormais circuler sur ce territoire, sans l'accord de la CDPQ. Ce contrat entre la CDPQ et le gouvernement du Québec est valide pour 99 ans, renouvelable une fois, c'est donc dire pendant 198 ans. 2 siècles de monopole de la CDPQ. La CDPQ exige, entre autres, 8% de rentabilité de la part du gouvernement pendant 198 ans. Mais la CDPQ, elle, n'est liée que pour 5 ans. Après quoi, elle pourra vendre son contrat à n'importe quel investisseur privé. La CDPQ impose un seul modèle, une seule technologie. Son SLR, fabriqué par le constructeur français Alstom, en Inde. Elle l'impose aux villes de la communauté urbaine de Montréal, aux organisations chargées de planifier les transports, comme l'ARTM, et les assujettit au silence, et au fait accompli, sans consultation aucune. En collaboration avec SNC-Lavalin, le SLR circulera sur une énorme structure en béton, qui écrase le paysage urbain et l'enlaidira pour 200 ans. Les 2 firmes d'architectes que la CDPQ avait chargées de la signature du REM de l'Est et du Nord de Montréal ont même abandonné le projet, parce qu'elles ne voulaient pas être associées à cette monstruosité, qui va défigurer le cœur de Montréal. La technologie de la CDPQ est très chère. Mais le pire, c'est que la CAQ de François Legault, du ministre des Transports François Bonnardel, et de la ministre déléguée aux Transports et responsable de la métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, maintiennent un appui indéfectible à la CDPQ, et s'entêtent à poursuivre un projet qu'un nombre grandissant d'urbanistes,
de spécialistes et de groupements de citoyens, n'ont de cesse de dénoncer. Dans l'ouest de Gatineau, le projet de tramway est estimé à plus de 3 milliards de dollars pour un tracé prévu de 26 km, soit un coût minimal de 115 millions de dollars du kilomètre. À tous ces endroits, les décideurs publics ont prévu des modes de transport traditionnels sur rail, train léger ou tramway. Plusieurs tracés du REM prévoient des parcours en hauteur sur des infrastructures massives de béton. Actuellement, la priorité est accordée aux véhicules. Chacun se bat pour son train léger à Montréal, Laval, la rive sud de Montréal, son tramway à Québec et Gatineau, son tunnel routier à Lévis, ou son bout de métro à l'hôtel de ville de Montréal. Bref, on met la charrue avant les bœufs. Ce qu'il faut faire, c'est analyser les besoins et accorder l'importance à l'objectif visé, et non pas au véhicule. Puis se poser la question, quel véhicule répondrait le mieux aux besoins identifiés? On a eu beaucoup de difficultés à trouver la solution pour financer les 600 millions de dollars pour parachever le tunnel du REM à l'aéroport de Dorval. Juste avec cette somme, la coop MGV pourrait construire un monorail suspendu qui partirait de l'aéroport et qui se rendrait au centre-ville de Montréal. Il existe une alternative à ces modes de transport. Le monorail suspendu de la coop MGV. Aucun décideur public ne l'a pris en compte dans ses décisions. Le monorail de la coop MGV est un produit bien québécois, qui se démarque des monorails traditionnels, à cheval sur une grosse poutre de béton. Un monorail suspendu est un monorail dont le système de traction est placé au-dessus du véhicule, sur un rail plus léger. Il existe des monorails suspendus depuis très longtemps, à plusieurs endroits dans le monde. Le plus ancien est le monorail de Wuppertal, en Allemagne. Ce monorail suspendu est en fonction depuis 1901, soit depuis 120 ans. Aujourd'hui, il transporte toujours des passagers, notamment des touristes. Toutefois, sa technologie a été surpassée depuis longtemps. Il existe des monorails modernes suspendus en service dans plusieurs pays. En Allemagne, outre Wuppertal, il y a des monorails à Dortmund et Düsseldorf. En Chine, il y a un monorail suspendu à Qingdao et à Chengdu. Et au Japon, à Shonan, à Hiroshima, et à Chiba. Des monorails suspendus sont aussi en développement, en Russie. Il y en a même un plus près de chez nous, aux États-Unis, à Memphis, le Mode Island Monorail. Ce monorail, qui existe depuis 1982, est rendu célèbre en 1993 dans le film « The Firm » avec comme passager Tom Cruise. Comme on le voit, les monorails suspendus, ce n'est pas une chimère. Une vue de l'esprit. Non seulement il y a des monorails suspendus en service à plusieurs endroits dans le monde, certains depuis très longtemps, mais ils sont utilisés par des millions de passagers. Grâce au moteur roue, inventé par le Dr Pierre Couture, dans les années 80, la principale innovation du monorail de la coop MGV est sa vitesse. Dans sa version grande vitesse, le monorail de la coop MGV pourra atteindre des vitesses de pointe de 250 km/h.
ce qui permettrait de franchir la distance entre Montréal et Québec en près d'1 heure. Bien sûr, en mode urbain, ce monorail serait limité à un maximum de 100 km/h pour le confort des passagers, en raison des arrêts et départs fréquents. La coop MGV a été fondée en octobre 2013. La coop MGV est la première coopérative dédiée, dès le départ, au développement technologique. La coop MGV veut créer de la richesse, mais également être un exemple d'entreprise responsable. Enracinée dans son milieu, elle vise à rassembler autour du projet du monorail à grande vitesse les forces vives de notre société. Le but est de s'assurer que l'entreprise demeure au Québec, que ses bénéfices iront d'abord aux Québécois, et que la majorité des retombées générées par le projet et ses partenaires industriels appartiennent aux Québécois. Plus récemment, la coop MGV a aussi procédé à la fondation d'une entreprise incorporée. De façon à ouvrir le projet à la participation de capital technologique et d'assurer une plus grande souplesse dans le développement de certains aspects technologiques ou de projets particuliers. L'émission Découverte de Radio-Canada a produit, en avril 2013, un reportage sur le monorail suspendu, promu à l'époque par Trans-Québec. Le reportage décrivait très bien le monorail que la coop MGV entend déployer au Québec. La coop MGV a, depuis l'époque, développé une meilleure technologie visant la grande vitesse. Contrairement aux moteurs électriques standards, qui activent des composantes par le biais d'engrenages ou d'arbres de transmission, le moteur roue du Dr Pierre Couture consiste à insérer le moteur électrique directement au centre de la roue qui l'active. Un peu comme celui d'une bicyclette électrique, dont le moteur est fixé directement dans le moyeu au centre de la roue. La roue et le moteur sont liés un à l'autre directement. Le moyeu de la roue est aussi son moteur. La roue répond ainsi directement aux impulsions du moteur. Cela résulte en une économie de puissance, de volume et d'énergie. N'ayant pas de moteur extérieur, l'économie de volume est très importante lorsqu'on parle de monorail suspendu. L'autre grande caractéristique du monorail suspendu de la coop MGV est son mode de traction double, employant le métal et le pneumatique. Cela lui permettra de pouvoir faire des arrêts et des démarrages rapides, et d'atteindre sa vitesse de pointe en quelques secondes, tout en étant capable de se déplacer à grande vitesse. Mais les nombreuses caractéristiques intéressantes du monorail suspendu ne s'arrêtent pas là. Un des principaux avantages du monorail suspendu est qu'il ne divise pas le territoire. Tous les autres systèmes de transport sur rail ont la fâcheuse conséquence de séparer l'espace et de bloquer la possibilité de traverser facilement leur empreinte au sol. Trains légers et tramways impliquent des rails que souvent on ne peut pas franchir facilement. Leur traversée exige d'utiliser des passages à niveau, répartis à certains endroits restreints. Dans le cas des TGV, il faut absolument construire des viaducs. Les passages à niveau étant exclus à cause de la vitesse trop grande du train. Mais cela n'est pas seulement incommodant pour les véhicules automobiles, ce l'est aussi pour les piétons, les animaux domestiques, les animaux d'élevage, l'agriculture et la faune sauvage. Ces rails sont une véritable déchirure, un mur, parfois infranchissable. En circulant en mode aérien, le monorail voyage au-dessus de la circulation routière, sans en être affecté et sans l'entraver. Il ne sépare pas le territoire. Les humains et les animaux peuvent le traverser en toute sécurité. Toute collision est impossible. Il ne sépare pas les champs et laisse le passage libre à la machinerie agricole et aux animaux sauvages ou domestiques. Pour la même raison, le monorail suspendu n'affecte pas les zones humides, leur flore et leur faune naturelle. Pour construire des rails, il faut excaver, réaménager les conduites d'eau, d'électricité, de gaz, faire du remplissage avec les matériaux appropriés, niveler le sol, poser des dormants, puis les rails proprement dits. De plus, dans le cas de systèmes de transport électrique, il faut construire des pylônes de soutien des caténaires pour supporter les fils d'alimentation du train léger ou du tramway. L'empreinte au sol de ces systèmes exige des bandes,
parfois surélevé de quelques centimètres, d'entre 7 et 15 mètres de largeur, sur des dizaines de kilomètres. Le monorail n'exige que des pylônes espacés de 50 à 80 mètres. Chaque pylône ne nécessite qu'une emprise de quelques mètres carrés, rien d'autre. Pas de caténaire ou de filage surplombant le tout, l'alimentation électrique étant confinée avec les moteurs roues dans le rail refermé. De plus, grâce à ce confinement, les services électriques, de téléphonie ou de câblodistribution pourront, au besoin, passer par le rail du monorail. Le long du parcours, le rail peut être recouvert de panneaux solaires, ce qui lui procurera l'autonomie nécessaire en cas de panne électrique. Ainsi, les passagers seront rassurés de toujours pouvoir se rendre à la prochaine station en attendant le retour de l'alimentation du réseau électrique. À cause de leur rigidité et de leur lourdeur, les systèmes de trains légers ou de tramways sont obligés de procéder à de nombreuses expropriations. Le gouvernement du Québec a même fait adopter en 2019 une loi pour pouvoir accélérer les processus d'expropriation et se donner la marge de manœuvre nécessaire de procéder rapidement à la construction des réseaux de transport en commun. Dans la très grande majorité des cas, le monorail suspendu, contrairement aux trains légers et aux tramways, ne nécessite pas d'expropriation. Le monorail est un système léger et flexible. Il peut s'adapter facilement à la configuration géographique des lieux et contourner les plus grands obstacles. Dans certaines villes, les monorails suspendus peuvent même tout simplement passer à travers un édifice. À moins de les construire sur des plateformes surélevées, les trains légers ou les tramways impliquent le retrait de voies de circulation. Que ce soit une ou des voies sur un pont, des voies piétonnes ou cyclables ou des voies pour les véhicules automobiles, le train ou le tramway doit sacrifier une ou plusieurs voies pour pouvoir circuler. Parce que par définition, le monorail suspendu circule dans la troisième dimension, en altitude, non seulement il n'implique aucun retrait de voies de circulation, il ne gêne pas non plus la fluidité de la circulation qui passe sous lui. De plus, le monorail lui-même n'est pas gêné par le trafic. Le monorail n'a pas à attendre au feu de circulation. Il n'est jamais ralenti par les embouteillages et n'accuse aucun retard pour cette raison. Encore mieux, le monorail peut s'ajuster en temps réel aux besoins et à la demande. Grâce à sa flexibilité, le système par monorail peut ajouter des navettes pour répondre à la demande aux heures de pointe. Ainsi, le système peut mettre en circulation des navettes supplémentaires à une fréquence d'une navette par minute et réduire la fréquence selon les besoins durant les périodes de moindre achalandage. Le Québec est un pays nordique. Malgré le réchauffement climatique, le pays connaît toujours des hivers rudes et des conditions météorologiques difficiles. De fréquentes averses de neige, avec des accumulations abondantes, sont le lot de nos longs mois d'hiver. Elles interrompent ou ralentissent le trafic normal, y compris celui des transports sur rail, qui doivent composer avec la circulation des autres véhicules. Ajoutez à cela, la glace, le verglas qui s'accumule sur les fils, les transports sur rail nécessitent un entretien lourd et régulier durant les intempéries d'hiver. Parce qu'il circule en hauteur, et grâce à son rail confiné, contrairement au mode de transport traditionnel sur rail, le monorail n'est absolument pas perturbé par les mauvaises conditions météo. Il n'y a pas de fil extérieur et le rail est protégé en tout temps contre les éléments extérieurs. Le monorail est toujours en mesure d'avancer et n'est pas embêté par les ralentissements au sol, causés par les intempéries. En raison de son rail confiné, les roues guides qui s'appuient sur la portion verticale du rail, le monorail ne peut pas dérailler. Peu importe la vitesse, les courbes, les vents, le monorail est à l'abri du déraillement. Cet élément de sécurité est un atout majeur dans sa conception. Les modes de transport sur rail traditionnels se déplacent sur un rail de métal, avec des roues de métal. À cause de cette condition, ils ne peuvent pas franchir des pentes ou des dénivellations, à moins que cela ne se fasse en douce, sur de longues distances. Du fait que le monorail suspendu bénéficie d'un mode de traction pneumatique, il peut monter et descendre les côtes, aussi facilement que n'importe lequel des véhicules automobiles, légers ou lourds. Même mieux, le fait que la chaussée soit mouillée, glacée ou enneigée, ne le dérange absolument pas, son rail est confiné, et il est à l'abri de toutes ces conditions de la météo. Dans la plupart des cas, le monorail, de par sa flexibilité, ne nécessite pas la construction de viaducs ou de tunnels supplémentaires. Si un obstacle se présente sur le parcours, le monorail peut le contourner ou le surmonter.
Il suffit de poser les pylônes de soutien en conséquence, de les hausser ou de les raccourcir, et le monorail file comme si de rien n'était. Une économie dans l'aménagement de ce mode de transport et un avantage esthétique supplémentaire. Autre avantage du monorail, il est tout à fait possible d'accrocher son rail aux infrastructures existantes. Si un fossé, un ruisseau, une rivière ou même le fleuve se présente, il est tout à fait pensable d'accrocher le monorail à un pont ou à un viaduc existant. Donc, pas d'infrastructures supplémentaires et des économies d'échelle sur son installation. Et comme si cela n'était pas déjà assez avantageux, le plus beau de cette conception est que le monorail, en s'accrochant en porte-à-faux, par-dessus ou sous l'infrastructure existante, ne retire aucune voie de circulation. Pendant que le trafic continue comme à l'habitude et que les véhicules ne se rendent compte de rien, les passagers du monorail, eux, bénéficient d'un panorama privilégié sur le paysage extérieur. En toute sécurité. Le monorail ne réclame pas de technologie particulière. Tous les éléments nécessaires à son implantation existent déjà dans une forme ou une autre. Il suffit de les assembler de la façon optimale pour en faire un mode de transport d'avant-garde. Tous ces éléments peuvent ainsi être assemblés en usine, ici même au Québec, créant une industrie, des emplois de pointe pour les Québécois et Québécoises et des débouchés partout dans le monde. Le monorail deviendra vite une fierté nationale et un autre fleuron de notre savoir-faire. Doit-on rappeler que les rames du REM sont construites en Inde, alors que des usines du Québec spécialisées dans la construction de voitures de train et de métro fonctionnent à faible régime et doivent faire des mises à pied? Le grand avantage de la fabrication en usine est que la construction du monorail est un simple jeu de mécano. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de creuser les fondations des pylônes et de poser ceux-ci. Tous les autres éléments, incluant les navettes, peuvent être transportés sur place et être assemblés en un temps record. Ce faisant, les irritants causés par l'aménagement au sol des transports sur rail sont éliminés. La construction du monorail ne causera qu'une perturbation minimale de l'environnement et de la circulation des autres véhicules. Et comme partout où cela sera possible, il sera aménagé au milieu ou entre les voies de circulation des grands boulevards ou des autoroutes, et les dérangements dus à sa construction seront pratiquement nuls. Bien sûr, pour permettre le débarquement et l'entrée des nouveaux passagers, il faudra construire des gares le long des parcours du monorail. Des entreprises privées se sont montrées intéressées à développer un concept de gare multiservice. Il s'agirait d'aménager des édifices dans lesquels on retrouverait évidemment un quai d'embarquement, mais aussi dans le lobby principal différents commerces et services de la vie courante, épicerie, boulangerie, café, coiffeur, comptoir bancaire, etc. Un étage pourrait être consacré à un service de garderie où les parents partant travailler pourraient déposer leurs enfants et les reprendre en fin de journée. Un ou plusieurs autres étages pourraient offrir le stationnement aux voitures automobiles. De plus, les gares pourront aussi servir d'interface intermodale. Non seulement, elles pourront se connecter grâce à des passerelles sécuritaires à certaines gares d'autres modes de transport comme le métro, le REM ou le tramway, mais elles pourront aussi offrir la location de véhicules électriques, voitures ou bicyclettes, ou comme station pour le Bixi à Montréal. Le grand avantage du monorail suspendu est sa vitesse et son confort. Les navettes seront entièrement automatisées. Elles ne nécessiteront pas de chauffeur. Au plus, un ou une agente de bord pourra répondre aux besoins particuliers des voyageurs. Les sièges seront pensés et dessinés pour un confort optimal. Les navettes fourniront tous les services technologiques de fine pointe. Connexion Wi-Fi, prise de recharge ou recharge par induction des appareils électroniques, catalogue de films ou d'émissions, poste d'alimentation, toilettes, etc. Et surtout, un trajet sans interruption causé par le trafic ou les intempéries. Et une vue panoramique sur le paysage urbain ou champêtre qui défilera sous les passagers. Récapitulons. Le REM de l'Est de Montréal coûtera autour de 312,5 millions de dollars du kilomètre. Le tramway de Québec revient, grosso modo, à 174 millions de dollars du kilomètre. Le tramway de Gatineau-Ottawa, autour de 115 millions de dollars du kilomètre. En décembre 2010, l'Institut de recherche en économie contemporaine, IREC, publiait une étude qui établissait avec une évaluation très prudente
que les coûts de construction pour une première ligne de monorail à grande vitesse dans un milieu interurbain seraient à ce moment de l'ordre de 12 millions de dollars par kilomètre, ce qui incluait les études et le développement d'un prototype. En 2021, dans le cadre d'une implantation du système en milieu urbain, l'hypothèse d'un coût actualisé, toujours conservatrice, nous amène à un coût entre 20 et 35 millions de dollars par kilomètre. Ce coût demeure grandement inférieur au coût des autres systèmes de transport en commun actuels, soit entre 3 et 10 fois moins cher que les systèmes projetés dans les principales villes du Québec. Par exemple, à Québec, avec les 3,3 milliards de dollars qui sont consacrés au projet de tramway, au lieu de couvrir seulement 19,3 km comme on prévoit le faire, le monorail pourrait couvrir 100 km sur la rive nord, traverser le fleuve et couvrir une trentaine de kilomètres jusqu'au cégep de Lévis. Le monorail pourrait ainsi jouer le rôle de troisième lien et économiser 10 milliards de dollars en aménagement d'un tunnel routier entre Lévis et Québec. À Gatineau, le fait d'adopter le monorail suspendu au lieu du tramway, non seulement éviterait l'encombrement dans les voies de circulation, mais ferait économiser 2,6 milliards de dollars. À Montréal, l'adoption du monorail suspendu ferait économiser 9 milliards de dollars à la phase est et nord du REM. Sans compter l'impact visuel beaucoup moins grand. Le projet d'un TGV entre Montréal et Toronto, possiblement jusqu'à Windsor en Ontario, refait surface. Certains lui préféreraient un train à grande fréquence, TGF, pour des raisons de coût inférieurs. Un monorail grande vitesse entre Windsor et Québec, non seulement serait aussi rapide qu'un TGV, mais il coûterait 10 fois moins cher. Et, surtout, il ne diviserait pas le territoire le long de son parcours. Après toute cette liste d'avantages considérables, pourquoi le monorail n'est-il pas, de facto, le mode de transport privilégié par les décideurs publics? Est-ce que la coop MGV a, présentement, un monorail en fonction au Québec ou ailleurs dans le monde? C'est la question qui tue. Celle qui nous signifie poliment que les décideurs publics ne sont pas prêts à adopter ou même à tester ce mode de transport. Non, la coop MGV n'a pas de monorail en fonction, nulle part. Un monorail n'est pas un jeu Lego qu'on peut monter et démonter à volonté. Le monorail suspendu est moins coûteux que la plupart des moyens de transport sur rail. Mais il coûte quand même autour de 30 millions de dollars du kilomètre. Ce n'est pas le genre d'objet qu'on expose dans sa cour pour que les voisins puissent venir l'admirer. Pour que la coop MGV ait un monorail en fonction quelque part, il faut qu'un décideur public fasse le choix d'adopter ce mode de transport sur un parcours quelconque. Tant et aussi longtemps qu'aucune autorité en pouvoir ne prend pas la décision d'implanter un segment de monorail suspendu, le monorail ne demeure qu'une excellente idée. Donc pas de décision, pas de monorail. Pas de monorail, pas de décision. C'est le serpent qui se mord la queue. On peut certainement avancer que le système de monorail suspendu est victime auprès des décideurs publics et des médias d'information d'un certain nombre de préjugés. Comme il n'y a pas, en ce moment, de système de monorail suspendu en Amérique du Nord, en France ou en Angleterre, les dirigeants et les médias n'ont pas de point de comparaison dans leur cercle de référence culturel habituel. On peut songer qu'il y a une bonne part d'ignorance dans le fait que le projet de monorail suspendu n'est pas considéré avec le sérieux et les égards qu'il mériterait. D'une part, qu'on le fasse volontairement ou pas, on a la fâcheuse habitude de confondre les monorails traditionnels et les monorails suspendus. Les monorails traditionnels sont généralement à cheval sur une grosse poutre de béton. Ils sont beaucoup plus massifs et moins flexibles que les monorails suspendus. Les monorails suspendus, comme celui que promeut la coop MGV, sont accrochés sous un rail et voyagent de part et d'autre d'un pylône de béton ou de métal. Ils sont beaucoup plus légers d'apparence et plus flexibles dans leur tracé et leur configuration. Il y a plusieurs systèmes de monorails suspendus, tout à fait modernes et contemporains, en service depuis longtemps dans le monde. Comme ils sont en service en Allemagne, en Chine,
ou au Japon, on peut admettre qu'ils sont assez loin, et surtout en dehors de notre zone habituelle de comparatif. Mais en 2021, avec tous les outils numériques et les avions qui peuvent nous emmener en quelques heures aux quatre coins du monde, peut-on vraiment continuer à faire comme si on n'avait jamais entendu parler des monorails suspendus? Un des principaux arguments utilisés pour discréditer de facto le monorail suspendu a été sa prétendue laideur, qui ferait que ce moyen de transport aurait le tort de défigurer le paysage urbain, là où il circulerait. D'abord, il faut absolument préciser que la Coop MGV se préoccupe tout autant que n'importe quel citoyen ou décideur public de l'impact visuel de son monorail. Il n'a jamais été question pour la Coop MGV de faire passer son monorail dans une zone patrimoniale ou historique. La Coop tient à rencontrer les décideurs publics et discuter avec eux et elles des meilleurs tracés pour que le monorail réponde de façon optimale aux besoins de transport. Et qu'il le fasse avec un minimum d'impact visuel. D'autre part, les concepts de beauté et de laideur sont hautement subjectifs et varient dans le temps. Nombreux étaient ceux qui poussaient les hauts cris au 19e siècle, quand Gustave Eiffel a présenté son projet de tour pour l'Exposition universelle de Paris. Certains protestaient que cette horrible tour allait défigurer Paris pour les siècles à venir. On connaît la suite. La tour Eiffel est devenue depuis longtemps l'image de marque de Paris, et plus personne ne parle jamais de son impact visuel. Au contraire, les logements de Paris donnant une vue sur la tour Eiffel voient tout simplement leur valeur gonfler. La Coop MGV étudiera scrupuleusement l'aspect visuel des pylônes et de ses navettes. Il y a une infinité de styles qui peuvent être adoptés, selon l'endroit, pour la construction des tracés futurs du monorail. Les pylônes du monorail ne sont pas limités au seul béton et peuvent tout aussi bien être construits en métal. Les formes et les styles n'ont pour seule limite que l'imagination. Les pylônes peuvent être habillés de mille et une façons. Classique, gréco-romain, Renaissance, Nouvelle-France, Art nouveau, Art déco, 60s, moderne, contemporain, futuriste, végétal, arboricole ou floral. Finalement, il est un peu malhonnête de décrier et déchirer sa chemise à cause de la soi-disant laideur d'un éventuel monorail suspendu, et dans un même temps, se taire et accepter sans ne rien dire l'aspect franchement massif et hideux du REM qui est en ce moment même en construction. Déjà, on peut observer à plusieurs endroits, notamment à Brossard, le long de l'autoroute 10, à Pointe-Saint-Charles, et de l'île des Sœurs à la gare centrale, à quel point les infrastructures du REM sont gigantesques, obstruent et écrasent complètement le paysage urbain. Le projet de développement du REM, dans l'est de Montréal, impliquera la construction de 25 km de trains surélevés. Le REM circulera sur une énorme dalle de béton surélevé, en plein milieu du boulevard René-Lévesque, en plein cœur de Montréal. Avec une voie ferrée dédiée à chaque direction. Et par-dessus les voitures du train, il faudra ajouter des pylônes et des lignes de caténaires pour alimenter les locomotives. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a demandé à ce que le REM ne crée pas une cicatrice au centre-ville de Montréal. Ça frappe, c'est des mastodontes de blocs de béton. On veut s'assurer que ça ne sera pas comme ça, a précisé la mairesse de Montréal. Si on veut que ça marche au centre-ville, il va falloir que ça soit beau, qu'il y ait une signature, a-t-elle ajouté. Et le conseil de la ville a finalement demandé que la portion du REM surélevée, sur le boulevard René-Lévesque, soit enfouie dans le sol. À quel coût? Déjà plusieurs voix se font entendre concernant l'impact visuel gigantesque du futur REM. La CDPQ Infra devra en tenir compte, sinon l'opposition risque de s'accroître considérablement. Chose certaine, le monorail de la Coop MGV aura beaucoup moins d'impact visuel que le mastodonte du REM. Par exemple, au lieu d'emprunter le boulevard René-Lévesque, le monorail suspendu pourrait très bien surplomber l'autoroute Ville-Marie, entre l'avenue Vigée et Saint-Antoine pour poursuivre sur Notre-Dame-Est. Ce que ne peut pas faire le SLR de la SDPQ Infra, parce qu'il nécessite une infrastructure trop lourde et massive. Il pourrait démarrer au métro Place d'Armes et poursuivre son chemin via Notre-Dame jusqu'au bout est de l'île. Ce qui causerait un minimum d'impact visuel. Le monorail urbain de la Coop MGV est aussi un REM. Un réseau express métropolitain. Et il n'est pas en concurrence avec aucun des projets de transport structurants proposés soit par le gouvernement, les villes comme Québec ou Gatineau,
ou par la Caisse de dépôt et placement. Au contraire, la coop MGV souscrit et soutient tous les projets de transport visant à améliorer la fluidité des déplacements, diminuer l'utilisation de l'auto-solo et l'émission des gaz à effet de serre. Ce que propose la coop MGV, c'est simplement un meilleur véhicule pour tous ces projets. Un véhicule plus souple, plus léger, moins massif, plus performant, moins encombrant, sans expropriation, qui n'enlève pas de voies de circulation, qui protège les piétons, les autres véhicules et la faune domestique ou sauvage. Et comme si cela n'était pas déjà suffisant, un modèle de transport beaucoup moins coûteux à implanter. La coop MGV ne demande pas mieux que de rencontrer les promoteurs de projets de transport collectif. S'asseoir avec eux et discuter des meilleures options, avant que des milliards de dollars soient dépensés dans des systèmes coûteux, moins performants, et énormément plus lourds en termes d'empreintes visuelles et matérielles. La coop MGV souhaite simplement voir son monorail intégré au plan de ses grands projets de transport. Il ne s'agit pas d'abandonner les projets, mais de les parfaire et de les optimiser. L'idée, c'est de transporter le plus grand nombre de personnes, dans les meilleures conditions possibles. La priorité ne doit pas être le véhicule, que ce soit un train léger, un tramway, un métro, ou un tunnel routier. Il faut plutôt choisir le meilleur véhicule pour atteindre l'objectif visé. Serions-nous témoins du syndrome « Nul n'est prophète en son pays » ? Le 29 novembre 1965, le Québec a révolutionné le monde de l'électricité. La première ligne à haute tension à 735 kV au monde est mise en service. 50 ans plus tard, la technologie des lignes à 735 kV est utilisée partout dans le monde. Il fut une époque où les décideurs publics étaient visionnaires. Tournés vers l'avenir, ils avaient de l'audace. Dans les années 60, on a innové avec les lignes électriques à haute tension, les barrages hydroélectriques gigantesques, le métro de Montréal sur pneumatique, la place Ville-Marie, l'Expo 67, son mini-rail et son train léger, l'audacieux stade olympique de Montréal. Tout cela a été réalisé en à peine une décennie. La coop MGV offre un système qui élèvera la technologie des transports au Québec à une dimension inégalée jusqu'ici. Ce monorail pourrait devenir un autre symbole de notre savoir-faire, une autre image de marque. Le monorail pourra s'exporter dans plusieurs pays dans le monde qui ont déjà manifesté leur intérêt. Mais pour que tout cela se réalise, il faut risquer une première fois. Il faut donner une chance à ce projet de prendre vie. Tant et aussi longtemps qu'on décidera d'opter uniquement pour une solution traditionnelle et qu'on n'aura pas l'audace de se lancer dans ce qu'on considère malheureusement comme une aventure incertaine, le monorail va forcément faire du surplace. On demande au monorail de faire ses preuves, mais on ne lui permet pas de le faire. Il faut avoir le courage d'innover. L'innovation est la seule voie d'avenir. Si vous considérez, comme nous, que le monorail est un moyen de transport d'avenir et une solution innovante aux problèmes de transport, nous vous invitons à devenir membre de la coop MGV en visitant notre page web mgv.coop ou notre page Facebook Monorail Coop MGV. Vous pouvez aussi contribuer en grand nombre à la campagne J'achète mon monomètre en visitant notre page web ou notre page Facebook. La coop MGV a besoin de votre soutien. Appuyez l'idée, partagez nos publications, parlez-en à votre entourage, devenez membre de la coop MGV, participez et joignez-vous à nous dans l'élaboration de ce grand projet de société québécois.